Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde avec nos partenaires Ouest France, le groupe Nice Matin, le groupe France Antilles, aussi dans les départements et territoires en Outre-mer, et puis 20 minutes qui nous accompagnent dans cette émission également en tant que partenaire. Et vous pouvez regarder le direct sur westfrance.fr, sur nicematin.com par contre, et sur franceantilles.fr avec un léger décalage du fuseau horaire aux Antilles. Mon invité ce matin, c'est Nadia Hay. Bonjour. Nadia Hay, vous êtes ministre chargée de la ville, ministre de la ville, comme dit Emmanuel Macron, le président de la République, en vous qualifiant. Malheureusement, l'actualité est triste ce matin. Une nouvelle fusillade à Marseille, dans le quartier de la Visitation, dans la nuit. C'est dans le 14e arrondissement de la capitale des Bouches-du-Rhône, à 21h30 exactement. Un mort, il a 18 ans, et un blessé mineur, je crois qu'il a 17 ans. Nadia Hay, c'est une triste... nuit à Marseille, j'allais dire une de plus, puisqu'il y a énormément de problèmes à Marseille. On y reviendra bien sûr tout au long de cette émission. Éric Zemmour, hier soir dans une émission de télévision, qualifiait d'ailleurs ces quartiers, dont nous allons parler tout au long de cette émission, de Far West. C'est exact. D'abord, encore un drame, effectivement, dans les quartiers nord de Marseille, cette fusillade qui, visiblement, à l'heure où on se parle, et d'après les premiers éléments, serait un règlement de compte. Vous savez, qualifier des quartiers avec des noms comme cela ne rend absolument service à personne et surtout n'est absolument pas efficace sur la guerre que nous devons mener contre ces trafiquants et les séparatistes en tout genre aujourd'hui qui gangrènent une partie de nos quartiers en France. Donc oui, effectivement, il y a des difficultés. Oui, il y a une concentration de difficultés dans ces territoires sur cette question de la sécurité. Et notre main ne tremble pas sur cette question. On va y revenir. On parle de Roubaix aussi un instant. Un reportage d'M6 a souligné il y a une semaine l'emprise de l'islam radical rue Lannoy à Roubaix. Dites-nous la vérité sur ces quartiers dont on a dit qu'ils étaient de non-droit. Est-ce qu'il y a d'autres Roubaix en France, Madame la ministre chargée de la Ville? Déjà, je pense qu'il faut arrêter de qualifier des territoires comme cela, parce que c'est encore une fois... en dehors de la qualification, on a vu à l'Assemblée nationale mais que c'est vous aviez important, expliqué vous savez, ça hier. je vais vous dire pourquoi, Cyril Viguier, c'est important. Parce que le fait de mettre finalement toute une ville dans le même sac, eh bien, c'est ne pas rendre service à la cause, c'est même être contre-productif, puisque ça sert le discours justement de ces séparatistes. Y a-t-il d'autres quartiers, vous qui êtes bien placé pour observer la carte géographique française? Il est important. Y en a-t-il d'autres? Il est important de bien qualifier ce qui se passe dans ces territoires pour pouvoir apporter une réponse efficace. Et oui, Cyril Viguier, le séparatisme existe dans notre territoire national, dans les quartiers, dans certaines campagnes. Et là-dessus, nous menons une action déterminée. Vous savez, quel gouvernement a voté une loi pour s'attaquer au fond, au respect des principes républicains, si ce n'est notre gouvernement? Donc oui, il y a des territoires, oui, ils sont identifiés, évidemment. Roubaix en fait partie, d'autres quartiers en font partie. Et là aussi, nous menons une action déterminée pour à la fois réaffirmer nos principes républicains et à la fois ne pas jeter l'opprobre sur toute une partie des habitants pour changer cette image qui leur colle à la peau. Nadia Hay, ministre chargée de la Ville, est notre invitée politique ce matin dans Face au territoire. Azoterac, qui est un champion de MMA, de sport de combat, qui est un Marseillais, qui est un habitant des quartiers. Il a failli tourner mal. Son frère a été assassiné devant lui. Il a tourné mieux, tourné bien. Il a réalisé, au moment de ce drame, que sa vie ne pouvait pas aller dans ce sens. Et c'est grâce au sport. Et il y a une question à vous poser depuis Marseille, Azoterac. Je travaille dans l'éducation populaire, et en particulier dans la prévention. Et j'aide les jeunes à se réinsérer avec le sport de combat. Et la question que j'aimerais bien vous poser, Madame la Ministre, c'est que diriez-vous à ces jeunes-là pour pouvoir les motiver, ces jeunes qui n'ont pas d'objectif, et à cause de ça, ils se tournent vers des choses pas très bonnes pour eux. D'abord, bonjour Azoterac et merci pour cette question. Ce que j'ai envie de répondre à ces jeunes, c'est qu'il n'y a pas de fatalité aujourd'hui dans notre pays. Qu'au XXIe siècle, en France, on peut réussir
On peut réussir si on suit cette voie républicaine, cette offre républicaine. Et pour cela, nous multiplions les moyens. Nous multiplions les moyens sur la prévention. Et j'ai été vraiment ravie d'entendre ce mot de prévention, parce que c'est une politique que nous avons trop souvent écartée pour remettre dans le droit, finalement, raccrocher certains jeunes qui sont en marge de la société à ce qui fait société. Et donc, nous multiplions les moyens en matière de prévention, un soutien massif aux associations. Nous redéployons des éducateurs et des médiateurs aussi formés à la prévention spécialisée. Et surtout, nous mettons l'emploi et l'éducation au cœur de notre action collective. Et on va y revenir dans un instant. Voilà. Donc, pas de fatalité. C'est le message que j'ai adressé à ces jeunes. La République, elle est là et elle va justement vous aider, vous accompagner à la réussite. Voilà. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, vous êtes le rédacteur en chef délégué de Ouest France à Paris. Bonjour. Et on commence. Eh bien, écoutez, on va commencer par une question sur le bilan du quinquennat. Alors, on se souvient du rapport Borloo en 2018, qui avait été proposé plusieurs mesures, un grand plan qui avait été écarté à l'époque par Emmanuel Macron. 2 ans plus tard, lors de son discours des Mureaux, en octobre 2020, le même chef de l'État dit que 75% des mesures de ce plan ont été adoptées, ce qui avait fait beaucoup réagir à ce moment-là. Là, on est à la fin du quinquennat. La réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui manque? D'abord, il faut déconstruire vraiment cette idée reçue et le message qu'on entend d'enterrement du rapport Borloo. Vous savez, le rapport Borloo, moi j'y ai participé, j'étais parlementaire à l'époque, député des Yvelines, de la ville de Trappes. Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville. Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, j'étais dans ces groupes de travail, nous avons travaillé sur l'image des quartiers, sur les luttes contre les discriminations. Donc quand le président affirme que 3/4 du plan est en train d'être mis en œuvre ou a été mis en œuvre, il a raison. Il a raison puisque quand on parle des cités éducatives, c'est issu du rapport Borloo. Quand on parle de soutien aux associations de proximité, c'est ce que nous faisons, c'est le rapport Borloo. Les Mariannes de la République qui sont évoquées dans le rapport Borloo, qui sont ces femmes justement qui prennent aussi en main la question des quartiers, qui prennent de la place dans l'espace public, c'est issu du rapport Borloo. Donc le rapport Borloo est un rapport qui n'est pas une feuille de route, qui est un élément qui permet d'enrichir la construction de nos politiques publiques, tout comme l'est le rapport qui a été rendu par l'Institut Montaigne, des rapports parlementaires. Donc voilà, donc oui, effectivement, le président a raison de dire cela. Il y a vraiment eu du changement en 5 ans. Et il y avait une notion qui était très souvent évoquée par le président de la République, c'est celle d'assignation à résidence. Oui. Partant du principe que les gens dans les quartiers se sentaient eux-mêmes prisonniers en fait de leur propre environnement et n'avaient pas, pouvaient ou devraient pouvoir prendre leur chance, sortir de leur zone. Et de trajectoires difficiles. D'accéder. Est-ce que ça, c'est une notion, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné? Est-ce que les choses ont changé en la matière? Alors, vous savez, on ne va pas régler d'un coup de baguette magique et en 5 ans des problèmes qui perdurent depuis des décennies en France. Par contre, nous avons mis des briques pour enclencher une transformation durable de nos quartiers. Quand nous relançons la rénovation urbaine en multipliant par 2 et en ajoutant 2 milliards d'euros la dernière année sur les programmes de rénovation urbaine, soit 12 milliards d'euros d'investissement pour transformer nos quartiers, nous enclenchons cette transformation. Quand nous mettons en place des vrais projets éducatifs de territoire à travers les cités éducatives pour ne laisser finalement aucun jeune, aucun enfant sans solution, là aussi nous enclenchons une transformation de nos quartiers. Et quand nous mettons l'emploi et le développement économique au cœur de notre action dans ces quartiers, nous enclenchons une transformation. Donc oui, effectivement, nous avons commencé ce travail pour arrêter avec cette assignation à résidence. Mais vous savez, j'entends trop de discours aujourd'hui parce qu'il y a les faits, les actes et les actions, et c'est ce que nous mettons en œuvre. Et puis, il y a les discours qui enferment ces jeunes dans une position de victimisation. Zemmour. Je parle, non, là, pour le coup, sur les discours de victimisation où on assigne à résidence par des propos qui tirent vers le bas. Je vous parle de Jean-Luc Mélenchon et de cette gauche. Quant à Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, elles sont là, elles attaquent, elles stigmatisent ces populations, elles affligent une image délétère pour ces quartiers qui du coup rendent vraiment difficile la tâche. Ce n'est pas rendre service ni à ses habitants, ni à la République que soit d'assigner à résidence par des propos victimaires, soit de stigmatiser avec des propos accablants, terribles et insultants. Nadia est ministre chargée de la Ville et notre invité ce matin, François-Xavier Lefranc, qui est le rédacteur en chef de Ouest France depuis Rennes, a une question à vous poser sur cette opposition qui existe peut-être d'ailleurs entre ville et campagne. On regarde. Bonjour Nadia, vous êtes ministre de la Ville.
Le développement des métropoles parfois inquiète, vous le savez, des territoires ruraux qui peuvent se sentir oubliés. En même temps, dans les métropoles, il y a des problématiques très lourdes. Vous travaillez évidemment pour apporter les réponses avec les élus. Est-ce qu'une partie des réponses pour la politique de la ville ne passe pas par un développement peut-être plus harmonieux avec les territoires ruraux? Parce que finalement, la campagne, elle a beaucoup à apporter à la ville a peut-être aussi beaucoup à apporter à la campagne. Est-ce qu'il ne manque pas d'une politique un peu plus générale qui permettrait de penser en même temps le développement des campagnes et le développement des villes? Monsieur Lefranc a parfaitement raison. Aujourd'hui, j'entends aussi dans ce discours ambiant, à l'approche de cette échéance électorale, une opposition entre la ville et la campagne. Un tri aussi entre nos concitoyens, selon qu'ils habitent dans la ville ou selon qu'ils habitent dans la campagne. Nous avons décidé de traiter les territoires selon les fragilités. C'est la fracture territoriale ? La fracture territoriale. Vous savez, nous avons, le Premier ministre a présidé un comité interministériel à la ruralité. Juste derrière, il a présidé un comité interministériel des villes. 5 milliards à la ruralité, 4,6 milliards aujourd'hui pour la ville. Pourquoi ? Pour agir là aussi en profondeur sur les fractures territoriales. Et nous avons, en plus, nous sommes allés beaucoup plus loin sur le fait de créer des passerelles, de mutualiser des services. Aujourd'hui, vous avez des bus France Service qui apportent justement l'accès aux droits, le service public dans nos territoires, qui font à la fois les quartiers prioritaires de la ville, à la fois la ruralité. On a aussi, dans le cadre de nos opérations quartier d'été, vacances apprenantes, créé des liens, des ponts entre les jeunes qui habitent dans les quartiers et les jeunes qui habitent dans la ruralité. Parce qu'il faut arrêter cette opposition. Encore une fois, elle est délétère et elle ne rend service à personne. Alors, Chaunu, qui est le dessinateur de Ouest France, que Stéphane Vernet connaît bien, a une question à vous poser sous forme de dessin. C'est un peu la tradition de cette émission. On l'écoute, on revient à Stéphane Vernet après. Chère Nadia Hay, Madame la Ministre, comme deux de nos illustres compatriotes, Jamel Debbouze et Omar Sy, vous incarnez la réussite made in Trappes dans les Yvelines. Mais vous êtes surtout le visage de la politique de la ville, du gouvernement. Alors la question que je pose est brûlante. Face à l'omerta, aux menaces, à la terreur, que faut-il faire pour stopper la progression inexorable du salafisme dans nos quartiers et dans nos villes? Je vais être très courte pour répondre à cette question. Il faut être déterminé pour répondre en menant des actions vraiment de manière concomitante. La réaffirmation de l'ordre, de la sécurité, de la sanction en ayant une action déterminée avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour punir et réaffirmer nos principes républicains et à la fois mener une politique préventive pour éviter justement que ces jeunes, que ces femmes, que ces hommes ne tombent entre les mains de cette offre alternative qui est en train de se construire aujourd'hui dans notre pays en parallèle du pacte républicain. Donc c'est ce que nous faisons avec l'ensemble du gouvernement. Avant la une de Ouest France. Avant, une dernière chose, la crise sanitaire, le Covid a mis en avant un certain nombre de difficultés dans les quartiers, mais aussi des formes de solidarité, d'innovation, de création. Comment on fait pour parler différemment des quartiers, de montrer que tout n'est pas si compliqué, tout n'est pas si difficile, qu'il se passe aussi des choses particulièrement positives dont on parle très peu finalement? Mais bien sûr, il se passe énormément de choses positives parce que moi, je sillonne aujourd'hui les quartiers de France. Évidemment, il y a les images de Roubaix que nous avons vues qui nous interpellent tous et qui sont graves. Les gilets roses ? Mais il y a aussi des magnifiques expériences. Les Gilets roses, la création d'entreprises. J'étais hier à Trappes avec une entreprise, une start-up qui a été rachetée par Michelin et qui innove aujourd'hui sur justement la question de la transition écologique. Donc, un mot sur les Gilets roses parce qu'on est en retard. Alors, les Gilets roses, là aussi, vous avez des femmes qui, depuis des décennies, agissent dans les quartiers pour apporter du calme, de la sérénité aussi, calmer les jeunes, pour également donner d'autres perspectives positives pour occuper cet espace public trop longtemps laissé on fait comment de côté. Eh bien, les Gilets roses, j'ai décidé justement de soutenir toutes ces actions de femmes aujourd'hui sur le territoire national avec un fonds qui leur est dédié d'un minimum de 2 millions d'euros aujourd'hui. Et pour pouvoir solliciter ce fonds, il faut se constituer en association ou travailler avec une association de quartier et aller se rapprocher des préfectures pour pouvoir en bénéficier. La une de Ouest France, Stéphane Vernet. On a une page spéciale sur les bons chiffres de l'apprentissage. Bonne nouvelle alors. Mais oui, très bonne nouvelle, ouais. Ça marche, enfin. Merci Stéphane Vernet. Ouest France, on passe à Denis Caroli ce matin sur ce plateau dans un instant.
Bonjour Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Dans un instant, Nadia et la ministre chargée de la ville est à vous, si j'ose dire. Cyril Boutier, qui est le directeur éditorial de France Antilles, a une question à poser depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Nadia. Dans le cadre de la politique de la ville, un certain nombre de projets ont été lancés dans nos territoires, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Cayenne. Certains s'inscrivent dans les projets Cœur de Ville. Pouvez-vous nous faire un point sur ces différents dossiers, sachant qu'un certain nombre d'entre eux s'inscrivent également dans la politique du plan de relance dans cette période de crise sanitaire? Eh bien, pour répondre vraiment très simplement, nous avons décidé, ce gouvernement a décidé de ne pas écarter les Antilles, en tout cas tous les territoires d'outre-mer, de la politique que nous portons. Soit sur la question du droit commun, et c'est la question justement que vient d'aborder monsieur sur le plan de relance, soit aussi en matière de politique de la ville. Aujourd'hui, tous les territoires qui sont en difficulté d'outre-mer émargent au dispositif de la politique de la ville parce que c'est bien une action qu'il faut mener dans le même temps, c'est-à-dire transformer durablement nos cœurs de ville à travers l'action Cœur de Ville, mais également accompagner ses habitants vers l'émancipation, soit sur la question de l'éducation, soit sur la question de l'emploi. Alors Denis Caro, hier, le rapport de la Fondation Abbé Pierre a été publié. Oui, effectivement, rapport sur le logement et la Fondation Abbé Pierre, Nadia, estime que le logement a été le parent pauvre du quinquennat. Les chiffres sont parlants, 2,2 millions de demandeurs d'un logement social et des chiffres de construction qui ne sont pas au haut niveau, 87 000 constructions en 2020 et 95 000 en 2021. Pourquoi n'a-t-on pas pu construire davantage ? Alors d'abord, il faut juste rappeler que cette question du logement, elle n'est pas nouvelle. Moi-même, vous savez, j'étais jeune, trappiste, et j'ai jamais obtenu un logement social quand j'avais fait la demande et que je pouvais y prétendre. Donc la question n'est pas nouvelle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on peut toujours faire mieux et il faut d'ailleurs rechercher toujours... Les objectifs étaient plus importants qui avaient été fixés. Alors, c'est lié quand même à deux phénomènes, cette question de ralentissement de la construction, en tout cas de ne pas avoir atteint les objectifs qui étaient fixés. D'abord, il y a eu une crise sanitaire sans précédent, il ne faut pas l'écarter, il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'elle a eu pour effet de ralentir la construction. Vous savez, moi j'étais encore à Beauvais il y a quelques jours où il y a eu quelques retards dans la construction parce que les matériaux n'ont pas été livrés. Et puis il y a eu le confinement, donc on a arrêté les chantiers. Donc les mises en chantier et les opérations ont été ralenties par la crise sanitaire. Et puis le deuxième effet, il ne faut pas oublier que l'action, elle n'est pas que celle de l'État, ni même que celle des bailleurs. Il faut bien délivrer des permis de construire. Vous savez, quand on est aujourd'hui à la tête d'une région comme Valérie Pécresse, qui est à la tête de la région Île-de-France, et qui ne met pas 1 euro dans la construction de logements très sociaux, eh bien, là aussi, il y a des difficultés pour créer du logement social. L'État ne peut pas tout faire tout seul. Il y a une pluralité d'acteurs. Et le rapport de la Fondation Abbé Pierre estime que l'État a privé les organismes HLM de 6 milliards d'euros entre 2018 et cette année, ce qui les conduit à utiliser davantage leurs fonds propres. D'une certaine manière, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte, le logement social pour l'État. Là, vous savez, moi, je rencontre les bailleurs sociaux et on a récemment pris une décision avec le Premier ministre de limiter la construction des logements sociaux, voire très sociaux, dans les quartiers qui en contiennent déjà trop, pour éviter justement d'ajouter de la pauvreté à la pauvreté, de lutter efficacement contre les ghettos. J'ai eu tout le mouvement des bailleurs sociaux qui nous ont dit vous allez nous limiter dans la construction en faisant cela. Donc en fait, la question de la construction, elle n'est pas forcément liée. Elle est liée évidemment à la santé financière des bailleurs sociaux, mais la question de la construction des logements sociaux, je peux vous dire qu'il y a plusieurs effets qui font qu'aujourd'hui, nous n'atteignons pas ces objectifs. Il y a un objectif aujourd'hui qui est la construction de 250 000 logements sociaux en 2 ans, ce qu'on n'a pas réussi à faire ces dernières années. Comment on y arrive aujourd'hui ? Eh bien, on relance tout simplement aussi, vous savez, à travers la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, quand nous sommes arrivés en 2017, c'était 5 milliards d'euros. À l'heure où je vous parle, d'investissement État. À l'heure où je vous parle, ce sont 12 milliards d'euros qui sont investis dans la rénovation urbaine parce que nous avons augmenté. Ça va relancer la construction, évidemment, puisqu'on transforme des quartiers et donc on relance justement cette construction à travers différents mécanismes. La solution, elle n'est pas unique, elle est forcément multiple et c'est ce que nous faisons avec la ministre du Logement. C'est Nadia, la ministre chargée de la Ville, qui est notre invité politique ce matin. On va se rendre à nouveau à Marseille, où Tom Benoît, qui est philosophe et essayiste, qui a
27 ans, a une question à vous poser depuis Marseille. Il est aussi consultant auprès de cabinets d'architecture. On va continuer à parler logement. Tom Benoît à Marseille. Bonjour Madame la Ministre. La politique urbaine qui est menée à Marseille depuis une trentaine d'années me semble être une politique de perfusion. C'est-à-dire que tous les investissements qui sont mis en avant au niveau national pour Marseille sont des investissements qui ne font qu'euphémiser la précarité dans la ville et dans les quartiers populaires qui représentent une grande partie de la ville. Je pense qu'on doit investir et j'aimerais savoir si le gouvernement Macron, dont vous représentez un segment en matière d'urbanisme, est prêt à investir au niveau national dans Marseille pour disposer la deuxième ville de France à l'avant-garde de la nation. Et je précise que vous partez à Marseille juste après l'émission. Oui, tout à fait. C'est pourquoi M. Benoît a raison. Quant à la difficulté de cette ville, les difficultés que concentre la ville de Marseille, nous avons trop longtemps, depuis des années, des décennies, agi sous perfusion. Ce qu'a souhaité faire le président de la République, c'est déjà donner une vision pour cette ville. Il est allé, là aussi, présenter toutes les mesures qu'il avait dans le cadre du Marseille en grand, donner une vision pour que cette ville... on révèle les potentiels de cette ville pour qu'elle rayonne sur le pourtour méditerranéen. Et pour cela, il faut s'attaquer aux problèmes, à la racine des problèmes, c'est-à-dire désenclaver les quartiers. C'est pourquoi nous investissons massivement sur la question de la mobilité. C'est plus d'1 milliard d'euros de l'État qui seront apportés à cela. C'est aussi avoir une éducation de qualité, recevoir nos enfants dignement dans ces écoles de Marseille. C'est pourquoi nous relançons le plan école, plus de 250 millions d'euros pour rénover ces écoles. Et puis, la rénovation urbaine, encore une fois, j'insiste énormément, parce que j'étais à la Castellane, j'étais à Herbel. Évidemment qu'il faut aujourd'hui... Alors, on ira sur la question des carrefours de l'entrepreneuriat, parce que nous irons sur du développement économique, parce qu'il faut donner des perspectives à ces jeunes aujourd'hui qui en manquent. Et donc, c'est un programme aujourd'hui qui touche toutes les thématiques, et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, le Marseille en grand, c'est plusieurs milliards d'euros qui sont investis pour agir en profondeur et traiter les maux de cette ville, là aussi sur la durée. Dans la région sud à Nice, avec la une de Nice Matin aussi, Denis Caro aujourd'hui. La une de Nice Matin, c'est la ligne 4 en approche, le tramway de la métropole niçoise qui continue à tisser sa toile et qui arrivera bientôt à Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. Vous allez à Nice bientôt aussi ou pas ? C'est prévu, effectivement. Déjà, c'était prévu il y a quelques temps. Ce que je disais, on a eu quelques tentatives avortées de déplacement, mais Nice est dans mes tablettes et ça sera très prochainement. Merci Denis Caro, directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Dans un instant, Armelle Le Goff de 20 minutes sur ce plateau. Bonjour Armelle, vous êtes la directrice de la rédaction de 20 minutes. Mieux vivre la ville pour les jeunes. Oui, une question très concrète concernant la vie en ville. Vous allez à Marseille, il y a eu une grève des poubelles à Marseille, et on voit que la gestion des déchets dans les grandes villes et dans les grandes municipalités est un problème récurrent entre les habitants et leur municipalité. Comment est-ce qu'il faudrait agir pour que cette question soit mieux gérée finalement ? Annonce de la fin de cette grève des éboueurs. Vous avez de la chance, vous partez à Marseille. C'est fini depuis hier soir. Et il y a encore quelques semaines, ils étaient aussi en grève. Il y a une vraie problématique aujourd'hui à Marseille sur la situation des éboueurs et la façon dont le temps de travail, c'est vraiment une question du rythme de travail qui aujourd'hui est à l'origine de ces mouvements de grève. Il y a dans certains territoires une question de compétence. À qui revient la compétence du traitement des déchets ? Alors parfois c'est la métropole, parfois il y a une délégation de compétences et c'est la ville. Je crois que Marseille, en tout cas, est en train de travailler sur une sortie de crise parce qu'à un moment donné, il faut vraiment trouver une solution à cela. Les discussions entre la métropole et la ville continuent sur la question des transferts de compétences à travers la réforme institutionnelle que nous avons sur la métropole marseillaise. Et donc là, c'est évidemment un dossier qui est en cours et sur lequel nous sommes extrêmement attentifs. Mais c'est un problème aussi, par exemple, dans une ville comme Paris. Enfin, on voit que c'est un sujet... Oui, exactement. C'est vraiment pas limité à Marseille. Non, c'est vraiment pas... Mais bon, là, c'est vrai qu'on parlait de Marseille et on a vu ces terribles images quand même, parce que derrière tout ça, c'est quand même des habitants qui en souffrent. Moi, j'y suis déjà passée quand il y avait ces grèves d'éboueurs. C'est terrible. Comment vous faites pour arbitrer la lutte politique entre la métropole, la ville de Marseille, qui se disputent les responsabilités, les prises de responsabilité sur ces problèmes-là ? Comment vous faites-vous de la ministre de la ville ? Alors moi, j'ai de très bons rapports à la fois avec la métropole et à la fois avec la ville, parce que tout simplement, on est en mode projet.
Vous savez, on fait vraiment, là, la méthode qui est celle dans laquelle je me suis reconnue dans mon entrée en politique, c'est travailler sur des projets et avoir un côté pragmatique. En gros, vous faites du et en même temps. Je fais du en même temps, peut-être un peu ce qu'on appelle le macronisme, et c'est totalement ça. C'est aujourd'hui comment on s'attaque, comment on met de côté toutes nos idéologies politiques, nos positions politiques, pour nous attacher vraiment et nous attaquer aux problèmes. Et c'est ce que nous faisons, et ça se passe... Voilà, on avance, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais voilà, j'ai bon espoir pour que ça aboutisse. Autre question sur la vie en ville. La ville est perçue, et il y a eu pas mal d'études sur le sujet ces dernières années, comme un espace très masculin. Comment on fait pour que les femmes se sentent en sécurité dans un espace urbain ? Quel regard vous portez sur ces études et sur cette question ? Vous avez totalement raison. C'est des études d'ailleurs qui sont reprises par pas mal d'organismes d'analyse aussi de la ville. Eh bien, on agit sur plusieurs leviers. D'abord, c'est envisager, en fait, porter le regard de son quartier comme si c'était notre maison. Parce que l'environnement, quand on doit se sentir en sécurité, il doit y avoir suffisamment d'éclairage, éviter les épaves, éviter les regroupements aussi de jeunes dans des halls d'immeubles. Donc il y a un certain nombre de mesures à mener, à la fois sur la question de la rénovation urbaine, la transformation de l'urbain, et à la fois agir sur l'humain, et bien tout simplement en offrant d'autres activités à ces jeunes que de se retrouver dans un hall d'immeuble. C'est aussi permettre aux femmes de récupérer, d'investir l'espace public. Vous savez, on parle beaucoup de Marseille et j'étais justement dans le 3e arrondissement de Marseille où des femmes ont décidé d'investir un espace pour faire reculer les trafics de drogue et pour que cet espace soit récupéré par les familles, par les enfants qui puissent jouer au vélo, qui puissent jouer au ballon. Eh bien, ça marche et c'est ce qui m'a conduit à prendre la décision de mettre en place ce fonds pour les Gilets roses. Et puis Armelle Le Goff, le baromètre de la jeunesse dans la campagne présidentielle dans 20 minutes. Exactement. 20 minutes, Ouest France et les Journaux de Loire ont décidé de lancer un baromètre de mobilisation de la jeunesse autour de la question, enfin de la campagne présidentielle. Et il y a une question quand même qui est importante. Il y a un enjeu autour du vote des jeunes. Aujourd'hui, les 18-22 ans, selon notre baromètre, ne sont que 38% à dire qu'ils vont aller voter lors de l'élection présidentielle. Alors vous allez vous investir auprès d'Emmanuel Macron dans sa campagne, qui n'a pas encore fait sa déclaration de candidature. Vous savez où il va la faire d'ailleurs ? Non. Et c'est absolument pas le moment aujourd'hui de parler de ce sujet-là. Je crois que les sujets et internationaux et nationaux... 62% de la jeunesse ne s'intéresse pas à la campagne présidentielle. C'est terrible. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est terrible. Je peux vous dire que c'est terrible parce que ça montre à quel point notre démocratie est en crise. Vous savez, c'est ce que je dis aux jeunes, moi, quand je vais sur les territoires et qu'ils me disent qu'ils ne vont pas voter. Je dis, vous vous privez d'un pouvoir juste... extraordinaire. On vous offre, la République vous offre ce pouvoir de participer à la vie démocratique et puis en quelque sorte de faire part de votre accord, de votre désaccord et donc par rapport à un programme qui vous est proposé, par rapport aussi à la vision que nous avons de notre pays et de votre avenir. Donc mon mot, il est très simple, c'est allez voter, quel que soit le bulletin que vous mettez dans l'urne. Allez voter. Alors, TV78, une question à vous poser, c'est Wilfried Ricci, qui est rédacteur en chef de cette chaîne des Yvelines, qui est partenaire de cette émission. Elle est dirigée par Thierry Barbedette, qui pilote aussi cette émission. Il revient sur le Karcher, regardez. Nadia, bonjour. Le 5 janvier dernier, Valérie Pécresse déclarait vouloir ressortir le Karcher de la cave. Pour vous qui avez grandi à Trappes, il s'agit d'une nouvelle humiliation, mais au-delà des déclarations des uns et des autres, il y a des chiffres. 13% de plus sur le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants, 12% supplémentaires de faits constatés pour les coups et blessures volontaires. Des chiffres qui ne concernent pas uniquement, bien évidemment, ce que l'on appelle des quartiers. Mais pensez-vous que le gouvernement puisse se féliciter de son bilan sur les banlieues, alors que dans le département des Yvelines, par exemple, on recense quotidiennement des faits de violence dans les cités. On l'a vu l'an dernier à Trappes, notamment avec le commissariat pris d'assaut par une quarantaine d'adolescents. D'abord, moi, j'ai envie de dire, en écoutant les chiffres qu'a rappelé Wilfried Ricci, c'est quelque part une bonne nouvelle, parce que ça montre que notre politique que nous menons en matière de sécurité fonctionne, puisqu'il y a beaucoup plus de trafiquants qui sont interpellés, puisqu'il y a beaucoup plus d'arrestations qui sont opérées. Donc notre politique de sécurité fonctionne. Quant aux expressions utilisées par Valérie Pécresse, elles montrent une seule chose, c'est qu'elle est complètement incompétente pour traiter ces fonds.
Donc on fait une polémique, on ressort une vieille expression d'un tiroir qui a été contre-productif, d'ailleurs qui n'a pas du tout fonctionné, qui n'a absolument pas marché. Et donc nous préférons évidemment, plutôt que d'utiliser des expressions vieilles comme le monde, nous attaquer aux vrais problèmes. Et je pense que les habitants, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Dernière question, Armelle Le Goff. Je reviens à la question de la jeunesse. Et toujours selon notre baromètre, vous disiez dire aux jeunes d'aller voter, mais 52% des 18-30 ans pensent que leur situation personnelle ne s'améliorera pas si leur candidat est élu. Ce désenchantement par rapport à la politique, il interroge quand même. Il interroge parce que depuis trop longtemps, vous savez, moi-même, je suis une déçue des politiques. C'est ce qui a fait mon engagement politique. J'étais dans la société civile, une jeune, dans les quartiers, une jeune femme. J'étais comme eux, dans une perte parfois un peu de sens, de boussole. Et à un moment donné, on décide justement peut-être d'opérer, de participer à quelque chose qui pourrait être une transformation et un changement. Et je me suis engagée en politique. Donc cette colère, il ne faut pas qu'elle soit justement contre-productive et qui ne permette pas justement de participer. Engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique, mais vous savez, nos jeunes, notamment dans les quartiers, ils sont extrêmement politiques parce qu'ils s'engagent dans le milieu associatif, parce qu'ils ont décidé de créer des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas au débat politique. C'est que tout simplement, ils ont besoin de preuves que l'action, que les promesses aujourd'hui qui sont tenues par les politiques, elles soient tenues. Et je ne veux pas aujourd'hui, c'était pas l'objet, mais en tout cas de vous faire la promotion de ce que nous avons fait. Mais en termes de bilan, nous avons fait ce que nous avons dit, ce que nous avons promis de faire aux Français. Et je pense que là, c'est peut-être un début de réponse à leur apporter. Puis la une de 20 minutes d'hier. Oui, tout à fait. Importante, on va la voir dans un instant. La voilà, je l'ai moi. Merci Armelle Le Goff, Happy Hours. On passe à Sylvia Garcia de TV5 Monde dans un instant. Bonjour Sylvia Garcia, journaliste à la rédaction de TV5 Monde pour les questions un peu plus internationales dans cette affaire. À vous. Et on va s'intéresser un petit peu à votre ville, la ville de Trappes, la ville dans laquelle vous avez grandi au sein d'une famille d'origine marocaine de 4 enfants, une mère au foyer, un père ouvrier. C'est un îlot de pauvreté à côté de la splendeur de Versailles. Est-ce que la banlieue, ça raconte l'histoire de France et une France qui a du mal avec son passé, avec son histoire aussi ? Ça raconte une partie de notre histoire de France. Et moi, vous savez, vous avez rappelé d'où je venais. J'ai vécu de très belles années à Trappes, où la mixité sociale était là, où l'ouvrier côtoyait l'infirmier, le directeur d'école. Et ça a été vraiment mis à mal par différentes politiques, par différentes décisions qui ont été prises et qui ont organisé de manière peut-être volontaire ou involontaire cette question de ghettoisation. Et aujourd'hui, c'est des décennies de politique de la ville qui n'ont pas marché ? C'est pas une question que de politique de la ville, c'est aussi comment on pense sa ville. Vous savez, la politique de la ville, elle intervient sur des champs. Effectivement, c'est une politique interministérielle transversale, mais qui vient en complément du droit commun. Ça veut dire que le droit commun, à un moment donné, n'a pas été efficace, ou alors il s'est retiré, et la politique de la ville est venue un petit peu, justement, supporter ce retrait. On oppose souvent la banlieue au reste de la France. C'est une erreur de lecture. Juste pour revenir peut-être, et ensuite je vous répondrai sur cette question, mais juste revenir sur la politique de la ville. Je pense que sans politique de la ville, je ne sais pas si je serais aujourd'hui à votre micro et à la place à laquelle je suis. Donc elle a apporté des réponses, elle permet d'accompagner, quand vous regardez bien le flux, elle permet d'accompagner des cohortes de publics qui ont bénéficié de la politique de la ville, mais par contre elle ne répond pas aux transformations profondes qu'il faut opérer, parce que ça c'est le droit commun et c'est ce que nous faisons depuis 5 ans. On parlait tout à l'heure d'Omar Sy, on parlait de Jamel Debbouze qui sont nés à Trappes comme vous. À côté de ça, près de 70 jeunes sont partis de cette ville pour faire le djihad en Syrie. C'est un record européen proportionnellement à la population. À quel moment l'État a failli ? À quel moment la politique de la ville a failli par rapport à ces jeunes ? C'est pas la politique de la ville qui a failli. C'est collectivement à ce moment-là. C'est aussi la politique de la ville. C'est ce que la politique de la ville leur propose. Ce n'est pas que l'État, c'est en fait notre société, notre pays qui a failli. Parce que quand vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont attirés par des discours comme ça de haine contre la République et qu'ils sont à l'écoute de cela, c'est qu'à un moment donné, la République ne leur a pas... Mais comment vous faites pour reconnecter avec... Vous êtes ministre, vous allez dans un quartier, vous êtes forcément entouré de CRS, de cordons de sécurité, du préfet qui est là. Est-ce que vous arrivez à vous oublier tout ça et aller vers eux ? Tout simplement à parler avec eux. Vous êtes de Trappes vous-même, vous êtes né dans ce quartier, vous avez grandi dans une habitation à loyer modéré. Oui, vous avez toutes les qualités en réalité pour leur parler.
Mais vous êtes ministre de la République, donc forcément perçu différemment. Vous avez totalement raison. Et déjà, je retourne très régulièrement à Trappes, puisque ma mère y habite toujours, et puis j'habite à quelques minutes Elle doit être fière, de Trappes. non, de voir elle est extrêmement fière. Je pense que mon père l'aurait été s'il était encore de ce monde. Et donc, j'y vais sans cordon de sécurité à Trappes. Comme quoi, j'ai entendu un responsable politique récemment, pour pas le nommer, Jordan Bardella, qui dit que Trappes est un territoire d'une république islamique. Eh bien non, je l'invite à venir et découvrir cette ville. Et vous êtes protégée quand vous allez là-bas, vous êtes protégée? Non, absolument pas. Il m'arrive de prendre ma voiture et d'y aller toute seule. Au grand dam, vraiment, là pour le coup, tout le monde est en stress, mais pas moi. Vraiment, j'y retourne très très régulièrement, au moins 2 fois par semaine, pour tout vous dire. Et quand je vais à la rencontre de ces jeunes, je leur dis tout simplement, vous savez, il y a quelques années, j'étais à votre place. J'étais à votre place au collège, le village, au lycée de la Plaine de Naufle, qui est encore cité récemment avec ces menaces de profs que je n'ai pas connues, que je n'ai pas vécues, puisque à l'époque, justement, il y avait cette mixité, il n'y avait pas ces questions identitaires que veut bien nous imposer, nous infliger cette extrême droite. Ça n'existait pas à l'époque, c'était des parcours de vie qui se rencontraient. Et ce que je veux dire à ces jeunes, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Ne vous enfermez pas dans les discours de ceux qui voudraient vous enfermer, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ces jeunes s'expriment de façon un peu différente. Parfois, sur le plan international, il y a un sujet qui fait réagir dans ces territoires politiques de la ville, c'est le conflit israélo-palestinien. Ces dernières années, des violences ont pu éclater en marge de manifestations en soutien à Gaza. Est-ce que vous comprenez que certains jeunes projettent leur frustration sur cette question au Proche-Orient? Moi, je ne peux de toute façon pas comprendre que les combats internationaux se passent et soient importés, dans notre pays. Parce que nous sommes avant tout des Français. Donc vous dites que c'est importé, parce que la question a fait débat il y a quelques années. Maintenant, vous savez, ces jeunes qui aujourd'hui militent pour des causes qui leur semblent injustes, c'est parce que quelque part, il y a un sentiment d'être traités de manière injuste dans leur propre pays. Et donc, il y a un repli qui se fait identitaire, et c'est pourquoi je vous dis que cette question identitaire nous est infligée, imposée, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, dans notre pays, et qui fait perdre la boussole à ces jeunes dans notre territoire. La question, aujourd'hui, de la justice, elle peut être menée ici, et pour moi, elle doit être d'une justice territoriale, d'une justice pour réparer les inégalités à la racine, et l'énergie qu'il déploie sur l'importation des problèmes internationaux, eh bien, il faudrait qu'on les déploie aujourd'hui ensemble pour réduire ces fractures aujourd'hui territoriales et sociales dans notre pays. Dernière question très vite. Je vais rebondir sur la question que vous évoquiez, les problématiques internationales. Quand vous étiez député, vous étiez un pilier du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée. On sait que les relations sont un petit peu tendues entre la France et le Maroc. C'est une crise qui ne dit pas son nom? Il y a des tensions, vous savez, dans les rapports internationaux avec les pays. Il y en avait dans le précédent quinquennat avec François Hollande, mais moi je crois... Bon, là, les relations sont plus tièdes quand même. Vous y allez au Maroc? Vous y allez beaucoup? Oui, mais j'ai mes grands-parents qui sont encore de ce monde, et donc tant qu'ils sont là, je retournerai les voir évidemment. Et puis je suis attachée aussi à cette culture aussi marocaine que mes parents nous ont transmis. Mais quelque part, vous savez, je suis évidemment très optimiste sur les relations avec le Maroc, puisque notre histoire, elle est extrêmement ancienne. Elle n'est pas nouvelle. L'amitié est tout de même forte entre les peuples. Et je peux vous dire qu'au Maroc, eh bien, ils sont fiers de parler français, et ils sont fiers aussi de venir en France pour étudier. Ils sont fiers aussi pour venir en tourisme. Et puis, à nous, effectivement, d'entretenir ces relations diplomatiques. Nadia, vous êtes la ministre... Ah ça, oui, la crise sanitaire, malheureusement, n'aide pas forcément les relations. Vous êtes la ministre de la Ville, vous êtes une femme dans ce gouvernement. Est-ce que vous souhaitez que le président de la République soit candidat, déclare sa candidature dans un quartier ou pas? Ah, moi, de toute façon, je souhaite qu'il se déclare quel que soit l'endroit. Je pense que c'est pas vraiment important. Je souhaite que le président soit... Vous allez faire partie de la campagne? Candidat. En tout cas, je ferai tout, comme je l'ai fait en 2017, pour qu'il soit réélu, parce que je pense que c'est l'homme qu'il nous faut pour ce pays. Continuer ce projet de transformation que nous avons commencé depuis 5 ans, c'est un programme, je pense, au moins pour une décennie. Donc, je le souhaite. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Pour le moment, Cyril Viguier, le président a d'autres préoccupations. Est-ce que vous allez être candidat aux élections législatives, par exemple? Je continue évidemment cet engagement politique. Je continuerai la politique tant que je serai utile à ce pays. Vous y aviez pris goût? Oui. Vous êtes accroché à la politique?
Je pense que j'en ferai pas toute ma vie parce que ça demande d'être extrêmement investi à la tâche et d'être extrêmement connecté aux problèmes et Comment au vous avez territoire. appris Donc, que vous étiez ministre? Il reste quelques secondes. Ça, on est rentré dans la petite minute confidence, mais c'est vraiment une grande surprise d'abord, et puis un honneur et une fierté. Et puis on apprend ça par un appel en disant voilà, venez, vous êtes invité par le Vous y Premier ministre attendiez à venir vous voir. Et puis vous y attendiez? Non, enfin. J'avais quelques sons de l'intérêt que portait aussi et le président et certaines donc à ce que je faisais au Parlement, mais on s'y attend pas. Et puis vous savez, c'est d'abord un honneur, ensuite une fierté qu'un président de la République, qu'un Premier ministre vous fasse confiance pour porter des sujets quand même qui ne sont pas faciles. Vous avez pensé à la petite fille de Trappes à cette minute-là? Évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est qu'on se revoit 20 ans peut-être ou 30 ans en arrière toujours dans cette cité à Trappes et de se dire quel chemin parcouru. Mais encore une fois, c'est pourquoi je vous dis, pour les jeunes dans nos quartiers, il n'y a pas de fatalité. On peut réussir. Alors on ne peut pas tous être ministre, mais en tout cas, on peut réussir dans sa vie. On peut être chef d'entreprise, on peut être créer aussi une association. On peut réussir aujourd'hui et c'est le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui. Voilà, c'était Nadia et la ministre chargée de la ville qui était notre invitée politique aujourd'hui. Merci Sylvia Garcia. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, en direct, avec Elisabeth Borne, la ministre du Travail. On parlera évidemment télétravail et retour au travail en France. Au revoir à tous, les programmes continuent sur TV5 Monde.